contrôlé par une intelligence. Auguste Mécène, physicien, professeur à l'Université catholique de Louvain. Et sapristi qu'on ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui a l'air de concevoir que l'idéal dans cette situation, c'est la politique de l'autruche? Ce débat, animé par Pierre-André Boutan, aura lieu après la diffusion de notre documentaire « Chercheurs d'OVNI ». Qui sont les chercheurs d'OVNI? Que font-ils? Que cherchent-ils? Des militaires se mobilisent? Des scientifiques se passionnent ouvertement? Des savants accumulent, expertisent, analysent des traces, des indices, des photographies, des films. Tous cherchent la preuve. En attendant, ce sont les témoins de toute nationalité, de tout niveau et de tous âges qui permettent aux chercheurs d'OVNI de rassembler patiemment les pièces du puzzle et de dessiner peu à peu le portrait robot de l'objet volant. Récapitulons cette soirée consacrée aux OVNI. 20h50, Chercheurs d'OVNI de Philippe Naoun et Jacques Bénac. 22h15, débat animé par Pierre-André Boutan. 22h50, Stanton Friedman et ses révélations au sujet de l'autopsie d'un prétendu extraterrestre. 23h, le film Aelita de Yakov Protazanov, chef-d'œuvre de la grande époque du cinéma soviétique. Please, contact us. Please, contact us. Please, contact On voulait faire un peu une petite farce à un ami dans une cave, enfin une personne qu'on connaît. Et puis, donc, on s'est amusé on est rentré dans cette cave et puis on a fait des schémas, des traces avec un cercle, des petites vagues, un petit triangle, tout ça. Et puis nous, on faisait ça sympa, quoi, en s'amusant, en déconnant un peu, en se disant, tiens... Simuler un passage mystique, quoi. Ouais, un truc dans ce goût-là, quoi. Et dans l'esprit, c'est de se dire, il va croire que ça se trouve, ça va être des extraterrestres qui vont descendre là-dedans, ça va être génial. On va bien se marrer comme ça. Hein. C'est génial. On a repris notre véhicule pour prendre la toute petite route qui est encaissée entre ces deux coteaux. Et puis 500 mètres plus loin, 500 mètres plus loin, surprise, un objet, un phénomène très éclairé nous est apparu sur la droite.
C'était impressionnant. C'est impressionnant. Bon, c'était un vaisseau qui était immense, quoi, comme un supermarché, quoi, la grosseur d'un supermarché. Et puis, d'ailleurs, j'en ai fait des croquis. J'ai pris à peu près 7 photos. Et le triangle, bon, il était vertical et il partait en direction donc de Blois à peu près, quoi. Allez, viens. Dans la gueule, on va aller bon, c'est vrai que dans ces cas-là, on se pose la question, on se dit, bon, pense-moi, là, on rêve ou pas? Alors, ça passait pas très vite. Moi, j'ai calculé à peu près 20 secondes. C'était très bas. On évalue en moyenne une centaine de mètres de hauteur. Bon, mais ça, c'est... Et derrière, il y avait 4 grosses traînées... blanches, mais très régulières, qui suivaient des filets comme ça. Et il n'y avait pas de bruit. Mais pas un seul bruit. De voir un truc comme ça au-dessus de notre tête, c'était le plus qui avance, impressionnant. pas un bruit. C'est bon, moi, je me suis posé des questions. De là, on a eu immédiatement le réflexe de dire on va pas passer pour des cons, on va immédiatement téléphoner aux gendarmeries qui sont sur la trajectoire de cet engin, afin qu'eux puissent aussi confirmer ce que l'on a vu, nous. Non, mais j'ai vu un ovni, et bon, je suis pas tout seul de toute manière, et en plus j'ai pris des photos, alors il y a aucun problème dessus. Mais dis-leur qu'ils sortent de leur gendarmerie, ils vont le voir passer. Alors, ici, on a téléphoné à d'autres, puis après on a téléphoné à la tour de contrôle de la base aérienne de Tours. Et là, ils nous ont rassurés, parce qu'ils nous ont dit, bon, bah, vous n'êtes pas les premiers à nous téléphoner, nous, on capte rien sur les radars. Et effectivement, il y a un phénomène visuel de la part de nombreuses personnes qui nous ont communiqué leurs témoignages. Alors là, on s'est dit, bon, ça va, on n'est pas les seuls dans le coup, et on va enfin pouvoir en parler. Parce que le lendemain, quand on a commencé aussi à parler de ce que l'on avait vu le soir même, eh bien, effectivement, il y a d'autres gens qui ont vu ce phénomène, mais qui n'en parlaient pas non plus. Ouais. Parce que en parler à qui, comment, toujours l'éternel problème. En France, c'est le CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui est officiellement chargé de répertorier les cas d'observation d'objets volants non identifiés, les OVNI. C'est vrai qu'on a beaucoup polémiqué au sujet de ce fameux événement du 5 novembre 1990. En fait, lorsqu'il s'est produit, il a été observé par, je dirais, presque des dizaines de milliers d'observateurs. Nous avons recueilli de façon officielle de l'ordre de 250 procès-verbaux de gendarmerie et une vingtaine de témoignages de pilotes de l'armée de l'air et civile qui ont observé directement le phénomène, ainsi que 2 documents, un document photographique et un document vidéo, qui nous ont permis de pouvoir valider le contenu de l'information. Certaines personnes ont cru discerner au travers de ces points lumineux triangulaires qui balayaient le ciel qu'il s'agissait d'un immense vaisseau. En fait, il s'agissait simplement des débris d'un 3e étage de satellite qui avait la même vitesse et qui brûlait dans l'atmosphère. Cette rentrée se serait effectuée sur un axe Pau-Strasbourg. Mais des témoins maintiennent avoir vu une masse. Quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse parce que c'était noir, ça a caché les étoiles et les phares étaient allumés en dessous. Voilà, regardez. Et ben c'était pas brillant, mais c'était rouge, ce rouge-là, c'était des couleurs très vives comme ça. Selon l'Observatoire de Munich, il se serait agi de l'explosion d'un météorite rentrant dans l'atmosphère. S'il s'agissait d'éléments avions type éléments de fusée retombant très bas, les 2 centres de contrôle aérien de la région parisienne auraient eu des échos sur le radar. Ils ont précisé qu'ils n'en avaient pas eu en même temps qu'ils avaient l'observation visuelle. Pour l'ufologue Jean Sider, une double vérification auprès de l'armée américaine permet d'affirmer qu'il s'agissait de la rentrée d'un satellite, pas d'un 3e étage de fusée soviétique. Toujours est-il qu'on n'a retrouvé aucune trace au point de chute supposé. Oui, nous sommes sûrs qu'il s'agissait bien de la rentrée d'un 3e étage de satellite. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que parallèlement, quelques personnes aient pu observer d'autres phénomènes, mais qui ne sont pas du tout en rapport avec l'événement que nous avons pu analyser. À la hauteur où c'est passé, là... Non, c'est pas possible.
Si c'était à 10, 15 ou 20 km d'altitude, ou même à 5 km d'altitude, j'aurais pas pu le zoomer et le prendre dans mon objectif complet. J'aurais pas pu le prendre en photo. En plus, ce soir-là, le ciel n'était pas clair. Il y avait des nuages. Donc, si ça avait été à haute altitude, on ne l'aurait jamais vu. Ça aurait été au-dessus de la couche des nuages. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'était déjà pas simple, mais l'affaire se complique. À 500 mètres du lieu où Alain Dessy et Jackie Davézé ont vu leur ovni, un cultivateur labourait son champ. Vers 7h, 7h15, j'ai vu un gros appareil passer au-dessus du tracteur, au-dessus de moi, là. Et il était lumineux. Il a fait un tour jusqu'à l'antenne. Et il est revenu. Après, il a repassé encore au-dessus de moi. Il est reparti au-dessus du bois. Et c'était comment? C'était triangulaire ou long, ou un tube ou... Ovale un peu. Ovale. Ovale. Ovale, oui. Que j'ai vu, moi. Et ça faisait du bruit? Je ne sais pas, parce que j'avais le tracteur qui était en marche. Donc il s'est pas arrêté, le tracteur? Non, pas du tout. Et c'était haut? Pas trop. Pas trop, non. Ça allait vite? Je ne sais pas, moi. Ça allait quoi? Peut-être à 20, 30 à l'heure. Pas plus? Ah non. Ah non, non, ça du tout. Ah oui, il le suivait bien, hein. Et c'était grand comment? Peut-être 7 à 10 mètres de long environ. Lumineux. Tout, Beaucoup de lumière ou pas beaucoup? Oui, il y avait pas mal de lumière autour. Autour? Oui, autour. Ouais. De couleurs différentes ou pas? Non, non, non. Moi, je les ai vus toutes la même couleur, moi, quand c'est qu'il a passé au-dessus de moi, là. Et tout ça, ça a pris combien de temps à peu près? Oh, au moins 7 minutes, facile. Ah oui, comme il allait passer vite, donc de 5 à 7 minutes. Reporté sur la carte d'état-major, voici, selon M. Guillon, la trajectoire de l'engin. Il arrive du sud-est et repart de même, vers Blois. L'observation de messieurs Dessy et Davézé peut confirmer la direction générale, vers Blois. Mais un autre témoin, Madame Pierrette Boulet, a vu, à la même heure, l'engin arriver du nord et filer plein sud. Par ailleurs, d'autres témoins ont vu à 18h30 pour l'un, à 21h30 pour un autre, d'autres trajectoires. À l'évidence, la version officielle n'est pas confirmée par ces témoins qui ne cachent pas leur scepticisme quant à la volonté des scientifiques de faire la lumière. Les scientifiques aiment bien avoir l'initiative des questions. Ils aiment bien inventer les questions auxquelles la science va pouvoir répondre. Lorsqu'un phénomène se produit en dehors de toute initiative de leur part, n'importe où, n'importe comment, devant n'importe qui, ils n'aiment pas ça du tout. Parce qu'a priori, ils sont dans la même position que n'importe qui. Ils n'ont pas d'approche qui les spécifierait. Et à ce moment-là, et ça c'est ce qui m'intéresse dans les ovnis en tant que symptômes, ils tendent à disqualifier le phénomène. Ils tendent à disqualifier les témoins et à mettre l'ensemble sous le signe de la croyance. Et à ce moment-là, eux deviendront les non-croyants, ceux qui rappellent les vertus de la rationalité scientifique. Il y a donc là quelque chose de pathologique en mon sens, parce que bien évidemment, beaucoup de phénomènes nous posent problème sans que les scientifiques aient pris la moindre initiative. C'est donc une très mauvaise habitude qui se révèle, notamment autour de ce phénomène ovni, et une habitude qui met en danger des relations démocratiques entre science et société. L'histoire des ovnis commence en 1947. De fin juin à début août, les 3 événements fondateurs se produisent.
Première soucoupe volante vue. Première soucoupe volante écrasée. Première tentative d'enlèvement d'un humain par les extraterrestres. Les premières soucoupes volantes sont vues le 24 juin par Kenneth Arnold, un homme d'affaires américain. De son avion personnel, il voit des disques volants au-dessus du mont Rainier, dans l'État de Washington. Arnold interroge en vain les autorités, et de simple témoin devient peu à peu le premier ufologue, celui qui étudie les ovnis. Le premier crash est annoncé le 8 juillet par l'armée. Une soucoupe volante se serait écrasée près de Roswell, Nouveau-Mexique, non loin de la base aérienne où stationnait l'escadrille qui, 2 ans auparavant, avait bombardé Hiroshima et Nagasaki. Mais les autorités imposent très vite le silence sur cette affaire, qui a depuis fait couler beaucoup d'encre. Roswell, c'est 3 heures de débat en 1947, le 8 juillet, entre le 8 et le 9 juillet. Plus rien jusqu'en 1978, et l'affaire sort comme un champignon après la pluie en 1978. Et là, maintenant, tout le monde en parle de telle manière qu'il y a des gens qui croient que c'est ce qui a lancé l'histoire des soucoupes volantes, alors que c'est vraiment un petit épisode. Il y a eu d'autres histoires de crash pendant l'été 1947. Enfin, troisième événement fondateur de l'histoire des ovnis, le premier enlèvement. Dès le début août 1947, au Brésil, on a un cas assez étrange d'un géographe qui était en forêt avec 2 aides. Il allait faire des relevés topographiques. Et selon son récit, une sorte d'énorme objet lenticulaire se pose à proximité. Il y a des êtres qui semblent comme des clones, qui sont exactement semblables et habillés de la même manière, qui s'approchent de lui, d'apparence humanoïde, et qui essaient de l'entraîner à l'intérieur de l'engin. Alors, je passe les détails, et il réussit à se sauver. Ces événements extraordinaires ont d'autant moins échappé à l'attention que depuis le 15 juin, une vague d'observations défraie la chronique, le pic étant atteint le 7 juillet avec plus de 160 rapports enregistrés. Comme ce sont des choses qui sont censées se passer dans le ciel et qu'on désigne comme étant des engins secrets à l'époque, d'après les témoins, les militaires, notamment les militaires de l'Air Force, se disent « ça c'est notre problème ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1947-1948, les militaires pensent qu'il y a vraiment des engins qui volent dans le ciel. Alors ils se plaignent constamment qu'aucun de ces engins n'a l'exquise politesse de venir s'écraser pour permettre des analyses. Mais malgré tout, ils pensent qu'il y a quelque chose. Les soviétiques pensent eux aussi qu'il y a quelque chose. La guerre froide commence, et ils soupçonnent les Américains de les espionner avec des engins secrets, les soucoupes volantes. Les Américains pensant naturellement l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, ils vont se déplacer des Russes vers la planète Mars, enfin vers les autres mondes. Et on a des documents de 47, 48, dans lesquels les militaires mettent noir sur blanc l'hypothèse extraterrestre. C'est-à-dire qu'ils disent, on n'est plus sûr que ce soit les Russes parce que franchement, ça représenterait de sacrées prouesses, et on ne croit pas qu'ils soient aussi doués que ça. Et ils commencent à envisager l'hypothèse extraterrestre. Ils n'ont pas réussi à conclure, autant qu'on le sache. Alors, il y a ceux qui disent qu'ils ont conclu puisqu'ils avaient la soucoupe de Roswell et tout. Bon, moi, j'ai rien trouvé de tel. Peut-être les Américains n'ont-ils rien conclu. Mais ils ont cependant assez cru aux soucoupes volantes pour en fabriquer une dans les années 50. L'Avro, qui a coûté des millions de dollars, était une merveille mécanique. Elle n'a cependant jamais réussi à passer au-dessus de l'enceinte de 2 mètres entourant l'usine. Le trait principal de la controverse sur les soucoupes, c'est qu'on a affaire à un phénomène qui est produit de telle manière qu'on ne peut pas se mettre d'accord. On arrive sur une voie sans issue, on a des tas de données, on a même une foison de données, mais on ne peut rien en faire. Il y a toujours un moment où on se dit, il nous manque
le petit truc qui permettrait de faire tenir tout ça ensemble. Je crois que toute personne qui étudie l'histoire, la jeune histoire de l'ufologie qui date depuis 1947, sera frappée par le fait qu'il apparaît comme certain que des données sont occultées. Alors, pourquoi est-ce qu'on occulte? Est-ce que c'est pour cacher un prototype qu'on développerait depuis la fin de la guerre? Mais alors c'est un super prototype et il met longtemps à être mis au point et à être rendu public. Ou est-ce que c'est pour cacher d'autres types d'activités? Je ne sais pas, moi, des tests de propagation de rumeurs. Alors là, ça serait plutôt des expériences de sciences humaines en grandeur nature. Ou est-ce que c'est pour cacher un phénomène, alors, dernier recours, extraterrestre, en fonction desquels les gouvernements voudraient se situer parmi les premiers pour pouvoir exploiter les résultats, l'avance que ça pourrait leur donner au point de vue scientifique ou technologique? C'est pas impossible. Il y a certainement une raison. Il y a certainement une raison, en effet, mais laquelle? En tout cas, pendant que les soupçons se développent parmi les ufologues et dans le public, les observations se multiplient sur toute la planète. Elles sont fréquemment le fait de témoins crédibles et compétents, par exemple des pilotes d'avion. Le 14 avril 1977, le contrôle aérien de Maastricht informe le capitaine Schmidt de Swissair que quelque chose le suit. Il a dit qu'il voit quelque chose sur son écran dans une distance de 15 nautiques, c'est environ 30 km. Quelques secondes plus tard, j'ai vu là sur l'écran à une distance d'environ 15 nautiques, 30 km, avec une élévation de 3 degrés, 2 échos. Maastricht nous a dit que cet objet part maintenant derrière nous et pour les prochaines minutes, il est parti en direction sud très très vite. À l'époque, il disait aussi avec une vitesse d'environ 4 à 5 fois la vitesse du son. J'ai vu un rapport maintenant de cette contrôleur qui a dit que c'était probablement le double. Ça veut dire 10 000 à 12 000 km à l'heure. En 1980, un pilote de chasse finlandais, Tarmo Tukeva, est envoyé à la poursuite d'OVNI. À quoi ressemblaient ces objets? Ils étaient ronds, sans aspérité. C'étaient des sortes de boules de couleur jaune pâle. Ils étaient à quelle distance? Impossible de la déterminer avec précision. Je ne disposais d'aucun repère. Selon vous, à quelle vitesse se sont-ils éloignés? Je n'avais aucun moyen de la calculer, mais je volais moi-même à 700 km/h et ils m'ont très vite distancé. Est-ce que vous avez trouvé une explication rationnelle à ce que vous avez vu? Je suis incapable de fournir une explication logique. Le 17 novembre 1986, c'est un 747 de la Japan Airlines, piloté par le capitaine Teraoshi, qui est escorté par un OVNI au-dessus de l'Alaska. Vol Paris-Tokyo, 5h10 de l'après-midi. Le pilote voit tout à coup deux lumières oranges. La tour de contrôle d'Anchorage n'a rien à signaler. D'un coup, les lumières se sont rapprochées. Les 3 hommes d'équipage ressentent alors une bouffée de chaleur. 20 minutes plus tard, deux lumières blanchâtres réapparaissent. Le radar de bord indique la proximité d'un objet.
Cet objet accompagne l'avion en direction de la ville de Fairbanks. Dans les lumières de la ville, l'équipage n'en croit pas ses yeux. C'est 30 à 40 fois plus gros que le 747. Pour se libérer, le 747 effectue une boucle. La tour de contrôle demande alors au pilote si l'intervention d'un bombardier F-15 est nécessaire. Non, ce serait trop dangereux, répond le pilote. Un Boeing de la compagnie UAL doit croiser la route du 747 japonais. Vers 6 heures, l'avion d'UAL approche de la sphère qui s'évanouit. Il y a aussi des cas d'observation de masse, par exemple à Tbilissi en Géorgie soviétique, lors d'un concert en plein air. Ты самой, наверное, ужасно хотелось задрать голову вверх и посмотреть, ну что же там такое летает. En 1979, l'Académie des sciences de l'URSS publie un rapport officiel sur les ovnis. Analysant 256 observations, dont certaines remontent à 1923, l'étude statistique montre que 7,5% des observations sont le fait d'astronomes. Par rapport à l'ensemble de la population, les astronomes auraient vu 7500 fois plus d'ovnis que n'importe qui. Ce que nous savons de façon certaine, c'est que nous sommes dans une bulle d'univers, qui est une bulle finie, mais qui est immense. Et dans cette bulle, il y a au moins une centaine de milliards de galaxies. Chaque galaxie a au moins une centaine de milliards d'étoiles. Donc nous parlons de 10 000 milliards de candidats potentiels à avoir des planètes. Ça, nous le savons. Maintenant, sur les planètes, c'est un autre problème. Nous pensons en fait que la plupart des étoiles ont des planètes, des systèmes analogues à notre système solaire. Nous ne le savons pas encore de façon certaine. Actuellement, de connus, il y a 3 systèmes planétaires. Le nôtre, qui est connu depuis toujours, sans doute depuis que l'humanité a regardé le ciel. Il y a un système planétaire qui a été découvert il y a 3 ans et un système planétaire qui a été découvert il y a 2 mois. Mais tous les indices commencent à s'accumuler pour penser que pratiquement toutes les étoiles doivent posséder un système planétaire, un système de planètes, sans doute souvent très différent d'une autre. Mais, donc, si vous voulez, les candidats potentiels pour des constructeurs d'ovnis, par exemple, se comptent en centaines de milliers de milliards de milliards. Sur aujourd'hui à peu près 3000 procès-verbaux de gendarmerie que nous avons dans nos archives, ainsi que les observations des pilotes, le résiduel représente quelques pourcents, je dis bien quelques pourcents. Par contre, à certaines périodes, si nous prenons par exemple la période 1974 à 1978, une période où il y a eu beaucoup de phénomènes rapportés, sur 678 témoignages analysés et expertisés, avec des méthodes tout à fait rigoureuses, on arrivait à un résiduel de cas de l'ordre de 38%, ce qui est considérable. Le résiduel, ce sont les cas où l'on peut réellement parler d'ovnis. Parmi toutes ces observations françaises, il y a plusieurs atterrissages allégués. Le plus connu est celui de Trans-en-Provence en 1981. L'OVNI s'est posé sous le regard d'un maçon, Renato Nicolai. C'était un jeudi, là. Un jeudi, le mois de janvier, le 8, là, c'était là, vers 5 heures. Quand je l'ai vu, moi, qu'il est en train de bricoler, là. Oh, je dis quand même, des fois, hein, ça fait pas quoi. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Enfin, j'ai vu arriver, mais enfin, je ne l'ai pas noté, enfin, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin?
Beh, l'engin c'était un jet, una forma... Come due assiette, c'est-à-dire... Comme une soucoupe. L'una sull'altra va, un engin come ça. Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet s'était réellement posé sur le sol. Et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyé en laboratoire. 5 centres de recherche officiels ont été chargés de différentes études. Le professeur Bougnas de l'Institut national de la recherche agronomique a longuement analysé les modifications biochimiques subies par les plantes recueillies sur les lieux de l'atterrissage. Le travail qui a été fourni par les laboratoires va montrer plusieurs choses. Premièrement, on va attester qu'il y a bien eu un objet lourd, métallique, qui a atterri sur le sol. En particulier parce qu'on va trouver des traces très ténues de particules métalliques. Ensuite, le laboratoire a constaté qu'il y avait eu effectivement une modification au niveau de la physiologie des plantes qui avait été affectée par un effet tout à fait important sur le métabolisme des plantes. C'est-à-dire que les plantes qui étaient sur la trace présentaient de profondes anomalies par rapport à des plantes témoins qui étaient beaucoup plus loin. Et il a trouvé qu'il y avait probablement des phénomènes électromagnétiques qui avaient généré ces effets tout à fait particuliers. Un an après, le laboratoire est revenu, on a refait des prélèvements et le phénomène avait disparu. Ce qui attestait donc d'un phénomène tout à fait particulier qui s'était déroulé là. C'est l'une des premières fois, sinon la première fois, qu'une étude de type biochimique et biophysique confirme la description, qui était par ailleurs très précise, d'un témoin quant au lieu et à la date de l'apparition du phénomène, de l'atterrissage du phénomène. Ce que je peux affirmer, c'est que ça valait la peine de faire cette étude parce que d'une part, c'est scientifiquement intéressant, ça fait faire des progrès analytiques, des progrès conceptuels, même dans le domaine de la toxicologie. Et puis maintenant, il y a quelque chose de plus, c'est que le phénomène OVNI paraît scientifiquement digne d'intérêt. Autre arrivée d'OVNI en 1982 à Nancy, dans le minuscule jardin 10 mètres carrés d'un biologiste qui a toujours voulu garder l'anonymat. Le 21 octobre 1982, à 12h30, il jardine quand son attention est attirée par quelque chose dans le ciel qu'il prend d'abord pour un avion. En un instant, il réalise son erreur. Ce n'est pas non plus un hélicoptère ou un ballon-sonde. L'engin est en train de plonger vers le jardinet où subitement il s'arrête en lévitation à 1 mètre au-dessus du gazon et à 1,50 m de lui. Prudemment, le témoin s'approche à 50 cm de l'appareil, mais sans oser le toucher et sans pouvoir le photographier. Il décrira aux gendarmes, croquis à l'appui, une forme ovoïde d'1,50 m de diamètre, d'une épaisseur de 80 cm, avec une couronne circulaire large de 40 cm environ. L'appareil paraissait être fait de 2 matières différentes, de couleur bleu lagon sur le dessus et ressemblant à du beryllium poli en dessous. Le témoin raconte aussi qu'il a dit bonjour en plusieurs langues à l'appareil, mais sans recevoir de réponse. 20 minutes après son arrivée, l'appareil est soudain parti à la verticale et a disparu. Au bout de 20 minutes, il a constaté que l'herbe, le gazon, commençait à se lever. Et puis, brutalement, l'objet est parti dans le ciel de façon silencieuse. A priori, on pourrait se dire, bon, ce que raconte cette personne, c'est complètement absurde. Mais pour le physicien, c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit cette personne. Il n'était pas censé savoir que des brins d'herbe qui se soulèvent comme ça, ça n'existe pas dans la nature. Il faut qu'il y ait des champs électriques extrêmement puissants. En particulier, on a pu mesurer qu'il fallait des champs électriques de 30 kV par mètre. Il y avait probablement un phénomène physique qui générait des champs électromagnétiques sur le secteur où il était. Les gendarmes qui ont fait l'enquête ont constaté qu'une plante du jardin, une amarante, était desséchée. Il n'y avait aucune raison que ce plant soit totalement desséché puisque ces plantes étaient dans d'excellentes conditions physiologiques. C'est un homme qui était extrêmement méticuleux. Mais par contre, ce qu'on a découvert en analysant les feuilles et les fruits de cette amarante, c'est que les feuilles étaient complètement recroquevillées
et que les coques du fruit étaient éclatées et que les fruits à l'intérieur étaient cuits. D'où un deuxième élément, un deuxième indice qui montrait à l'évidence qu'il y avait eu un échauffement brutal qui avait été provoqué sur cette amarante. We know now that there is no simple answer. This is not simply a psychological phenomenon. Dans les années 70, l'ufologie s'était donné ses penseurs. Par exemple, le français Jacques Vallée ou l'américain Allen Hynek. 10 ans plus tard, on estimait à 100 000 le nombre des observations connues, plus ou moins enquêtées. On pensait qu'elles représentaient une partie, le 10e peut-être, de toutes les observations. Le phénomène était devenu si massif et si populaire que des études d'opinion donnaient des résultats surprenants. Les enquêtés croyaient plus aux ovnis et aux extraterrestres qu'au paradis. Et cette croyance était inversement proportionnelle à la pratique religieuse et à l'âge. Les enquêtes établissaient aussi que plus on était instruit, plus on y croyait. Elles indiquaient enfin que le croyant aux ovnis était plutôt de gauche. Mais croire aux ovnis et aux extraterrestres, c'était aussi supposer l'existence d'autres civilisations sur d'autres planètes. Please contact us. We are your friends. We are your friends. Please contact us. Tout compris, je crois que l'univers grouille de vie. Mais je reconnais que ce problème qui est un problème scientifique, sera tranché un jour, mais je ne suis pas sûr. En tant que scientifique, je ne suis absolument pas sûr. En tant qu'être humain, disons, j'ai un certain doute à pouvoir penser que nous soyons vraiment si uniques que ça. Nous sommes faits d'une matière tout à fait normale, hein, comme Hubert Reeves l'a popularisé. Nous ne sommes même pas faits de la matière de la Terre, nous sommes faits de la matière des étoiles. Notre vie, c'est quelque chose qui a été fait à partir des briques les plus simples, les plus fréquentes. Ce serait quand même très étonnant que nous soyons seuls. Pourquoi des civilisations extraterrestres infiniment plus avancées que notre propre civilisation n'auraient pas pu venir nous voir? Ça me semblait tout à fait naturel. Et la confirmation, en fait, que nous-mêmes allions conquérir l'espace dans les années suivantes. Et à cette époque de prospective économique importante, on nous promettait, sans rigoler, dans les colonnes de Science et Vie, Mars à l'horizon 75, par exemple. Mars, maintenant, quand on en rêve, c'est pour 2015, c'est plus pour 1975. Bon. Donc voilà comment ça a commencé. Pourquoi je m'y suis intéressé, et pourquoi j'ai rationalisé, en fait, cette croyance. Et ensuite, je dois dire que en 78 est paru le premier livre de Michel Monnery sur la question, et si les ovnis n'existaient pas. C'est une question vraiment taboue pour les ufologues, c'est vraiment la question iconoclaste par définition. À partir de là, deux tendances s'affirment dans l'ufologie. Les uns continuent à penser que les ovnis sont faits de tôle et de boulons, les autres doutent jusqu'à n'y plus croire. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont dit, bon, bah, si c'est si banal que ça, dans ce cas-là, ça n'est plus intéressant du tout. Et moi, j'ai fait partie du clan qui s'est dit, mais finalement, c'est encore plus extraordinaire. On n'a même pas besoin de soucoupe et on a une histoire de soucoupe. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à comprendre comment tout ça se fabrique et comment, à partir d'éléments disparates, mais de la réalité quotidienne, on arrive à agréger une réalité qui, elle, est complètement virtuelle.
Je pense que, par exemple, les travaux de Bertrand Meos qui montrent la liaison qu'il y a entre, d'une part, la science-fiction et les ovnis, à savoir que tout ce qui a été prétendument vécu à partir des années 50 en France, enfin de l'année 54 essentiellement, qui a été l'année de la première vague française, tout ce qui a été vécu prétendument dans la réalité avait été écrit dans la littérature de science-fiction. Et dans un second ouvrage, Bertrand Meos a pu montrer qu'en fait, ce qu'il pensait être des thèmes venant exclusivement de la science-fiction, on pouvait en retrouver une sorte d'étymologie archaïque dans le folklore, dans un certain nombre de traditions. Bertrand Meust a longuement étudié le cas de ceux, principalement américains, qui affirment avoir été enlevés par des extraterrestres et emmenés à bord d'OVNI pour y subir d'étranges opérations. Le nombre de cas s'est multiplié par 10 toutes les décennies. Hein. Il y avait quelques centaines de cas à la fin des années 70, et maintenant, on ne peut plus recenser les cas maintenant. Si vous voulez, c'est un peu comme dans les histoires de spiritisme à la fin du 19e, on ne pouvait plus recenser les médiums, c'est pareil. C'est devenu un phénomène massif qui est profondément installé dans la culture américaine. Linda Napolitano, une New-Yorkaise, maintes fois enlevée dans sa chambre, parfois avec son fils, a été hypnotisée par Bud Hopkins, un artiste féru de cette question. What do they look like? Yeah, they're all one size. Mm-hmm. And they have no hair. And they have eyes, deep eyes, big black eyes. Mm-hmm. And I'm afraid of them. I want to go home. I just wanted to go home, that's all. Il y a ce qu'on pourrait appeler un effet de théorie gigantesque. C'est-à-dire que, à partir du moment où ces récits sont publiés, dans les livres, dans les revues, qui font l'objet de séries télévisées, etc., etc., ils tendent à induire des récits de plus en plus semblables. Vous voyez ? Donc, l'idée que l'on se fait de ce qui est censé être un enlèvement d'OVNI, en prélevant ici et là des fragments que l'on agglutine, finit par créer la structure de cet enlèvement, ou du moins tend à l'uniformiser. Mais ça n'est pas propre à la culture contemporaine. Une des raisons qui a conduit les démonologues du XVIe, qui au début étaient sceptiques à croire aux histoires du diable, c'est que les mêmes récits étaient recueillis dans toute une partie de l'Europe. Je pourrais vous montrer des quantités de textes de savants démonologues qui disent « mais c'est pas possible que les gens aient inventé de telles histoires ». Donc vous voyez que c'est très ancien. Alors la différence aujourd'hui, c'est que, bien entendu, cette homogénéisation est beaucoup plus rapide. Au début, on a la fiction, et pour reprendre un jeu de mots d'un chercheur anglais, on a la faction, de fact and fiction. La faction, c'est cette espèce de réalité virtuelle, comme vous dites. C'est le mythe incarné, c'est le mythe devenu réalité. Le moment paradoxal où les entités d'une culture peuvent être entendues, touchées, vues, etc., etc. Une fois que cette réalité virtuelle est couchée dans des récits, elle constitue à nouveau un bagage, un répertoire, qui lui-même va s'incarner dans de nouvelles réalités vécues. Et donc, il y a une sorte de dialectique entre la fiction et la faction en permanence, si vous voulez. C'est moi, brillant. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustres crus? Oui. Mais vous ne faites un peu fêlé? Il n'y a pas de fêlé chez lustres crus. Oh. Avec sa fourchette. Et alors, qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Les scientifiques rejettent ce phénomène, je dirais, presque dans la pédagogie de qu'est-ce qu'une rationalité scientifique, qui d'ailleurs n'existe nulle part. Il est très typique de voir un scientifique faire la leçon à ceux qui s'intéressent aux ovnis en termes de « il faut savoir ce qu'est la science ». Et disant par exemple « les ovnis sont un phénomène purement sociologique »
ou purement langagier. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas au phénomène, il le transforme en occasion d'apprendre au bon peuple crédule qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'un véritable objet scientifique, et à pointer les différences qui, paraît-il, disqualifieraient les ovnis, alors qu'en fait, la seule chose que dit ce contraste entre l'ovni comme problème et l'objet scientifique, c'est que, effectivement, les scientifiques n'ont pas encore inventé la manière de s'y intéresser. Et donc, ils font de ce contraste qui veut dire il n'y a pas encore de véritable invention scientifique, une manière de dire ça n'existe que sur le mode sociologique, sur le mode rhétorique, sur le mode des on-dit, sur le mode des sciences humaines. Ils le renvoient aux sciences humaines, c'est-à-dire que pour eux, l'objet légitime n'est pas du tout cette chose qu'on observe de temps en temps dans le ciel, c'est qu'est-ce qui fait que des gens puissent croire. Et donc, ils le transforment en étude des croyances irrationnelles, des croyances populaires. C'est un contexte extrêmement malsain, c'est un contexte producteur de sectes, c'est un contexte qui toujours transforme ceux qui s'accrochent en la caricature de leur propre intérêt préalable. L'une des sectes s'intéressant aux ovnis était l'Ordre du Temple solaire. 69 suicides ou assassinats en 1994 et 1995. Un ex-adepte en témoigne. Ça, c'est une bande dessinée qui a été éditée il y a une douzaine d'années. Et M. Jouret, notamment, il faisait parfois allusion. Et ça a été également diffusé et recommandé comme lecture au niveau de l'OTS. La démarche est un peu une démarche initiatique qui est assez proche de la démarche auquel on pouvait s'attendre dans l'OTS, avec un aboutissement qui devrait se réaliser un jour. Et c'est ce départ qui est une aspiration peut-être plus éthérique, mais qui ne se termine pas dramatiquement comme cela m'a choqué et bouleversé. Le 29 novembre 1989, une vague d'apparitions d'ovnis commence en Belgique. Elle va durer des mois, avec des hauts et des bas, provoquant un énorme intérêt de la population, des médias du monde entier et même, fait unique, des autorités civiles et militaires. La SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, association à but non lucratif, a été fondée en 1971 par son actuel secrétaire général, Lucien Clerbeau. Soucieuse d'étudier le phénomène ovni avec des méthodes scientifiques, elle a rassemblé une documentation encyclopédique sur le sujet, a recueilli des milliers de témoignages et a enquêté sur des centaines de cas d'observation rapprochés. Les militaires et les gendarmes belges s'interrogent autant que le public. Quels objets volants non identifiés pour le moment ont survolé la région de Verviers à la fin du mois de novembre? Les témoignages sont nombreux. Des gendarmes ont vu quelque chose, des particuliers aussi. Certains ont même enregistré ces images sur lesquelles on voit nettement un point lumineux apparaître au centre de l'image. Un point que l'on ne peut confondre avec les feux à éclat d'un avion se déplaçant dans la nuit, comme c'est le cas sur cette image, ou tout simplement avec la Lune, dont la luminosité est plus importante et qui est facilement reconnaissable. Plusieurs éléments sont certains. La région de Verviers, de Spa, d'Eupen a été survolée par plusieurs objets. Ces engins se déplacent généralement lentement, ils sont généralement silencieux et peuvent rester immobiles. La Société belge d'études des phénomènes spatiaux, la SOBEPS, a tenu aujourd'hui cette conférence de presse pour faire le point sur une énigme qui défraye la chronique depuis plusieurs semaines. Son objectif est triple, recenser les témoignages, promouvoir les recherches sur les éventuels ovnis et assurer l'information du public. Ici, c'est 2 classeurs de rapports d'enquête. Ce n'est rien par rapport à ce que nous avons accumulé. Près de 20 000 pages de rapports d'enquête faites sur le terrain auprès des témoins. Je pense que c'est très important. Et puis, il y a un travail colossal après pour mettre de l'ordre là-dedans, faire ressortir les choses, les éléments essentiels. Mais ça représente, au temps fort de la vague, 100-120 personnes, tous entièrement 100% bénévoles.
Je pense que c'est un exemple unique à travers l'Europe. J'ai entendu de la maison un bruit bizarre, un bourdonnement. Je suis sorti ici dans la cour et j'ai observé 3 engins de forme triangulaire. Tout au moins les phares d'engins, les phares formaient un triangle, des phares très puissants, et au centre de ces phares, il y avait une lampe rouge qui clignotait. Un se trouvait là-bas, l'autre ici au-dessus et l'autre au-dessus de la maison. Et il semblait se diriger vers une grosse boule blanche qui se trouvait dans cette direction-là, vers la France. Et cette boule blanche avait la taille de la Lune. Au départ, j'ai dit, tiens, on dirait qu'il se dirige vers la Lune. Et finalement, je me dis, la Lune, elle a l'air très bizarre. Je me dis, il y a quelque chose aussi qui est bizarre dans cette Lune. On ne voit pas les cratères, on n'aperçoit pas les cratères. Et je me suis retourné, j'ai vu que la Lune se trouvait juste dans mon dos. Ailleurs, une autre nuit.